Bien, bonjour à toutes et à tous. L'objectif donc de cette nouvelle vidéo, en fait, ça va être de reprendre le chapitre 5 sur l'identification des ions, là où on s'était arrêté sur la dernière vidéo, c'est-à-dire en fait sur l'identification des ions par apparition de précipité. C'était la toute première méthode d'identification des ions. L'objectif de cette nouvelle vidéo, ça va être de faire en fait la deuxième méthode d'identification des ions, c'est cette fois-ci par mesure du pH, puisque en mesurant le pH, on est capable d'identifier la présence de certains ions en solution. C'est justement ce que je vous avais demandé de faire rapidement sur cette première partie d'activité que je vous avais donnée et qui était à compléter. Donc on rappelle un petit peu l'enquête où on était en fait dans un bâtiment qui contenait du chlorure de fer 3, on va considérer que c'était le chlorure de fer 3 qui était dans ce bâtiment. On l'avait identifié sur le morceau de tissu justement par l'apparition des précipités. Je ne reviens pas là-dessus, n'hésitez pas à revoir la vidéo précédente pour bien comprendre. On vous dit ensuite que, en entrant dans le bâtiment, les enquêteurs ont remarqué qu'il y avait des bidons stockés le long du mur, avec l'un de ces bidons qui avait été répandu sur le sol. Et on vous explique que celui qui a été renversé, c'est celui qui est le plus à gauche. L'information qu'on vous donne, c'est qu'en fait, les bidons ont été classés par pH croissant, sans savoir vraiment le contenu de ces différents bidons. Donc, nous, ce que l'on sait, c'est qu'on a ces 7 solutions ici, mais elles sont classées en fait ici dans le désordre. L'objectif, je pense que tout le monde a bien compris, comment savoir quelle solution a été renversée volontairement par le meurtrier sur le sol? Et bien, tout simplement, il va falloir mesurer le pH de chacune de ces solutions. Et une fois qu'on a mesuré le pH de toutes ces solutions-là, on va tout simplement les classer par ordre croissant de pH et aller chercher celui qui a le pH le plus faible, puisque c'est celui qui a été renversé. Donc a priori, quand on vous dit sur l'image celui qui est complètement à gauche, c'est donc bien celui qui est de pH le plus faible. Voilà, donc ça c'est ce que vous deviez indiquer ici. Mesurer le pH de chacune des solutions, les classer par pH croissant et retrouver le bidon, la solution qui a le pH le plus faible. Alors avant de faire cette manip, on va quand même rappeler quelques informations importantes sur le pH, des choses que vous savez déjà un petit peu, mais je vais rajouter également certaines notions, notamment cette histoire d'ions. En quoi la mesure du pH permet d'identifier des ions? Alors ça, vous l'aviez vu sur les documents que je vous avais donnés pour compléter ça. Toute solution aqueuse, en réalité, va contenir deux ions, des ions hydroxyde, qu'on a déjà vu d'ailleurs précédemment et qu'on reverra de manière assez importante dans ce chapitre. Les ions hydroxyde, leur formule chimique, c'est H-, grand H, grand O majuscule, avec une charge négative ici. Et on va également trouver des ions hydrogène, de formule chimique H+. Vous verrez d'ailleurs, quand vous serez au lycée, que cette formule, on l'écrira un petit peu différemment. Alors, d'où viennent ces ions? Là, je vais déborder un petit peu sur le programme, c'est juste pour vous expliquer pourquoi ces deux ions sont forcément présents en solution. Regardez, quand on les associe ensemble, H+ et H-, ça forme en fait deux hydrogènes et un atome d'oxygène, c'est tout simplement la molécule d'eau. En fait, ces deux ions viennent à la base de la molécule d'eau qui va se scinder en deux parties. HO qui vont rester ensemble, un hydrogène et un oxygène avec en plus une charge négative, donc on n'oublie pas, c'est dans notre cours, un électron supplémentaire, et puis en fait un atome d'hydrogène qui va lui se retrouver isolé, tout seul, et qui aura perdu un électron. C'est l'électron qui se sera mis sur cette espèce-là. Donc en fait ça vient de là, la molécule d'eau qui va se séparer en deux. Sauf que cette séparation, elle est un petit peu complexe à comprendre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, notamment parce que les deux ions ne sont pas forcément en même quantité dans une solution aqueuse. Et c'est justement ce qui va définir ce qu'on appelle le pH. Vous l'avez vu dans les documents que je vous avais donnés. Ce qu'on appelle le pH, alors ça s'écrit petit p minuscule, grand H majuscule. Le grand H majuscule, je pense que vous avez compris d'où ça vient. Ça vient en fait de l'hydrogène, grand H majuscule. C'est tout simplement une mesure de la quantité de ces ions-là. On va aller chercher la quantité de ces ions-là. Et petit p minuscule, ça veut dire potentiel en chimie. Donc en fait, petit p minuscule, grand H, c'est important de le noter de cette façon-là, pour ne pas confondre. Le grand H majuscule fait bien référence à cet ion-là. Le pH, c'est donc une mesure qui est sans unité de l'équilibre entre les ions hydrogène H+, et les ions hydroxyde H- dans la solution. On va aller regarder en fait les deux ions, lequel est en plus grande quantité par rapport à l'autre. Et ça va nous définir trois domaines, parce que en fait, vous savez, le pH, quand on parle de pH en règle générale, on a tendance à dire c'est une mesure de l'acidité ou du taux d'acidité, mais en réalité, le domaine acide, ce n'est qu'un domaine parmi les trois qui vont nous intéresser. La valeur du pH, elle est toujours comprise pour les solutions aqueuses entre 0 et 14.
solution aqueuse, hein, c'est-à-dire avec le solvant qui est l'eau. Et donc on a nos trois domaines qui vont être définis. Si le pH est parfaitement égal à 7, qui est la valeur entre les deux, hein, ça c'est des choses aussi que je vous avais données dans les documents et que vous savez déjà, le pH est égal à 7, on dit à ce moment-là que la solution est neutre, et en fait on a le même nombre d'ions, H+, et H-. La solution contient autant d'ions H+, hydrogène, que d'ions H- hydroxyde. À chaque fois, je vais renoter que les formules chimiques. Je vous rappelle le nom à l'oral, hein, mais vous devez tout connaître, aussi bien les formules que leur nom. Hydroxyde H-, hydrogène H+. Cette solution, quand le pH est égal à 7 et que les deux ions sont en même quantité, on est dans le cas d'une solution qui est neutre. Alors, à faire attention à ne pas confondre, hein. On parle bien du pH neutre. Ce n'est pas électriquement neutre, comme on l'avait vu avec les ions ou avec les atomes, où on parle des charges électriques. Là, c'est pas lié aux charges électriques, c'est le même mot de vocabulaire qu'on va utiliser, mais en fait, c'est pour deux notions complètement différentes. Là, on parle bien d'un pH neutre. On dit que la solution est neutre. Et ça, vous le connaissez, hein, parce qu'on le rencontre assez souvent, par exemple, sur des publicités, par exemple, pour des produits sanitaires, des shampoings, des savons, etc., où on va vous dire que c'est de pH neutre, justement pour vous dire, voilà, il n'y a pas de danger a priori pour votre peau. Ce n'est pas des produits qui vont être corrosifs pour la peau. Les deux autres domaines, bah, c'est si le pH est inférieur à cette valeur, donc en gros comprise entre 0 et 7 strictement, hein, ou alors supérieur. Donc le pH strictement inférieur à 7, à ce moment-là, c'est les ions hydrogène H+, qui sont en plus grande quantité. La quantité des ions H+, est supérieure à la quantité des ions hydroxyde H-. On dit à ce moment-là que la solution est acide. Donc le domaine acide, c'est celui-là, hein, c'est quand on est sur un pH qui est strictement inférieur à 7, et donc ce sont ces ions-là qui sont en plus grande quantité. On l'a compris, hein. Le dernier domaine, c'est quand le pH est strictement supérieur à 7. À ce moment-là, la quantité des ions H+, est inférieure. Vous remarquez qu'à chaque fois, je parle des ions H+, puisque le pH, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le grand H fait référence à cet ion-là. Donc la quantité des ions H+, est inférieure à la quantité des ions H-, c'est eux qui vont être présents en plus grande quantité. À ce moment-là, le domaine, vous l'avez vu dans les documents que je vous avais donnés, hein, on parle à ce moment-là de solution basique. Et c'est vrai que c'est un mot de vocabulaire qu'on rencontre moins souvent en fait dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, en tout cas quand on parle des solutions ou des liquides, hein, on rencontre assez facilement le caractère acide, notamment parce qu'en fait c'est tout simplement des caractères pour l'acidité notamment, qu'on est capable de déceler même au niveau du goût. Quand vous allez goûter des agrumes, par exemple, une orange ou un citron, on va ressentir ce goût acide. Alors que la basicité, il y a des aliments qui sont basiques, il y a des solutions qui sont basiques et qu'on peut consommer, mais c'est un goût qu'on a du mal à identifier. Donc c'est pour ça que c'est un mot de vocabulaire qu'on utilise beaucoup moins souvent dans notre vie de tous les jours. Alors, cette histoire d'équilibre entre les deux ions H+ et H-, je vous ai mis ici une petite image qui permet de mieux le représenter, où on va retrouver donc les trois domaines. La solution acide quand le pH est strictement inférieur à 7, la solution basique, pas basique, pardon, j'écris n'importe quoi, solution neutre, au milieu quand le pH est strictement égal à 7, c'est quand les solutions sont neutres. Et puis solution basique, elle est là, hein, quand le pH est strictement supérieur à la valeur de 7. Et donc en fait, les balances vous montrent justement cette histoire d'équilibre entre les ions. Quand la solution est neutre, les deux ions H+ et H- sont en même quantité, donc la balance est bien équilibrée. Par contre, dans le cas de la solution acide, on l'a dit, hein, c'est les ions hydrogène H+ qui l'emportent, qui sont en plus grande quantité par rapport à l'ion hydroxyde H-. Dans le cas de la solution basique, c'est l'inverse. C'est l'ion hydrogène H+, qui est en plus faible quantité, et l'ion hydroxyde H- qui l'emporte et qui est en plus grande quantité. Donc la balance va pencher du côté des ions hydroxyde H-. Toujours attention à l'écriture, un grand H, grand O majuscule. On peut représenter ces domaines de pH sur ce qu'on appelle un axe de pH. Alors l'axe de pH, des fois ça sera à vous de le tracer, donc il ne faut pas oublier. C'est une flèche dirigée vers la droite. On n'oublie pas d'indiquer tout au bout, comme n'importe quel axe quand on fait un graphique. On va indiquer la grandeur qui est mesurée, ici c'est le pH. Quand il y a une unité, on va l'indiquer, si c'est le temps en secondes, si c'est une longueur en mètres par exemple. Là ici on n'a pas d'unité pour le pH. Les valeurs qui sont importantes, c'est-à-dire le minimum à 0, le maximum à 14, et entre les deux, pH égale 7. Ça va donc nous définir
les trois domaines. Quand le pH est parfaitement égal à 7, on est sur les solutions neutres. On parle de domaine neutre, d'accord. Quand on est sur le pH strictement inférieur à 7, on est dans le cadre des solutions qui sont acides, donc le domaine acide. Et puis, supérieur à 7, le domaine des solutions basiques. Alors, ça c'est la définition. Qu'est-ce que le pH? Voilà, ça c'est des choses que vous devez absolument connaître par cœur. D'accord. Derrière, nous, l'idée, ça va être d'utiliser ça, justement, en mesurant le pH d'une solution aqueuse. On l'a dit, par rapport à notre enquête, on va les mesurer le pH pour les classer par pH croissant et retrouver celles dont le pH est le plus faible. Mais ça va aussi, du coup, nous indiquer quels sont les ions présents à l'intérieur. Si une solution est très acide, ça veut dire qu'elle contient un très très grand nombre d'ions hydrogène H+. Si, inversement, une solution est très basique, ça veut dire qu'elle contient un très grand nombre d'ions hydroxyde H-. Donc on est bien sur une méthode d'identification des ions. Comme vous l'avez ici, on est dans le chapitre d'identification des ions. C'est pour ça que j'ai mis le pH dans ce chapitre-là. Alors, comment on mesure le pH d'une solution aqueuse? Il y a trois méthodes. Il y en a deux que vous devez vraiment connaître au niveau du collège. La troisième est plutôt utilisée au niveau du lycée, mais je vais quand même vous la montrer parce qu'elle est un petit peu ludique. Et en plus, vous pourrez même la refaire chez vous. Alors que les deux autres méthodes que vous avez à savoir au collège, il faut vraiment du matériel spécifique que vous n'avez pas à la maison. La première méthode, c'est celle que je vais utiliser principalement dans ce TP, c'est en fait la mesure au papier pH. Je vous montre, le papier pH, c'est quoi? C'est ça. C'est ce que je vais utiliser pour aujourd'hui. C'est une petite bandelette de couleur jaune qui en réalité est recouverte de produits. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on utilise le papier pH à avoir les mains bien propres et bien sèches. D'accord. Et en fait, ce papier pH, il a la particularité de changer de couleur en fonction de la solution qu'on va verser dessus. Et vous voyez que sur la boîte, on va avoir ce qu'on appelle le cercle des couleurs, avec pour chaque couleur correspondante la valeur du pH correspondant. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le papier pH. Petit p, grand H majuscule, j'ai déjà expliqué la notation. Ensuite, la deuxième méthode, en fait, c'est la méthode électronique qui est extrêmement précise, contrairement à cette méthode-là qui n'est pas très très précise. Vous voyez, on va avoir des valeurs de pH entières. Mais si on veut avoir davantage de précision, on va utiliser ce matériel-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un pH mètre électronique. Il y a plusieurs modèles, vous verrez. Celui-ci, c'est celui que j'avais dans les armoires au labo. Et je ne vais pas pouvoir l'utiliser aujourd'hui de toute façon, puisque il n'y a plus de piles. Donc voilà. Mais c'est un matériel qui est extrêmement précis. On va avoir même des chiffres après la virgule. Par contre, avant de pouvoir l'utiliser, ça nécessite un étalonnage. Donc l'étalonnage, je vous explique dans les grandes lignes ce que c'est. En fait, on va mesurer le pH ici avec cette sonde qui est là, en vert, d'accord, avec certaines choses qui sont à l'intérieur, je ne rentre pas trop dans le détail. On va plonger la sonde et la valeur du pH va s'afficher sur l'écran, mais avant de faire ça, il faut étalonner, c'est-à-dire plonger la sonde dans des solutions dont on connaît exactement la valeur du pH, on va appeler ça des solutions tampons, par exemple pH égale 7, et on va devoir régler, vous voyez derrière, on a ici des petites vis, je règle de façon avec un petit tournevis, pour que ça affiche bien pH égale 7. Ensuite, je rince à l'eau distillée, j'essuie bien, je trempe dans une deuxième solution. Par exemple, ici, on a le choix, soit une solution de pH 4, soit une solution de pH 10. Donc je connais le pH exactement, pareil, avec le deuxième bouton et mon tournevis, je règle de façon à ce que ça affiche la bonne valeur. Je rince mon matériel, et une fois que j'ai fait ça, seulement à partir de là, je peux tester mes différentes solutions au pH mètre. Donc vous voyez que c'est une méthode qui est très longue, parce qu'en fait, ça nécessite un calibrage, ça nécessite un étalonnage qui est très très long. Par contre, une fois que l'étalonnage est fait, les mesures, elles, sont assez rapides et sont très précises. Pas oublier de rincer régulièrement le matériel entre chaque manip. Donc voilà, ça c'était le pH mètre électronique. Donc ça s'écrit pH mètre. L'appareil de mesure du pH. pH mètre, tout attaché en un seul mot, ou des fois on le voit écrit en deux mots avec un tiret entre les deux. La troisième méthode, je vous disais, c'est celle qu'on utilise beaucoup plus, par exemple au lycée, qui est tout simplement une mesure à l'indicateur coloré. Indicateur coloré. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur coloré? En fait, l'indicateur coloré, on vous dit, c'est un liquide qui va changer de couleur en fonction du pH. Et on va avoir, en fait, au lycée, plein d'indicateurs colorés différents. Vous allez avoir l'hélianthine, la phénolphtaléine, le BBT, etc. C'est tous des indicateurs colorés, des substances qui vont changer de couleur quand on va les mettre en présence d'un liquide dont le pH va être soit acide, soit basique, et on connaît les valeurs de pH. Alors moi, cette manip-là, sur l'indicateur coloré, je ne vais pas l'intégrer dans mon TP,
mais j'en ferai une petite partie bonus tout à l'heure, vous verrez tout à la fin de notre travail, quand on aura fini vraiment la partie cours, puisque j'en ai fait un ici, d'accord? Ça c'est de l'indicateur coloré, et en fait vous pourrez refaire exactement la même chose à la maison, d'accord? Puisqu'en fait dans l'eau chaude, j'ai mis quoi dans mon eau chaude ici? J'ai mis tout simplement des feuilles de chou rouge. Voilà, ça c'est un chou rouge que j'ai été acheter, hein, j'ai pris mon autorisation de sortie, j'ai eu le droit, et j'ai été chercher un chou rouge, et en fait on va prendre quelques-unes de ces feuilles, qu'on va faire diluer dans de l'eau distillée, de l'eau chaude, d'accord? Et très vite, vous allez voir que la solution, en fait, elle va prendre une couleur assez particulière. Donc ça, c'est un petit peu le bonus à la fin de la vidéo. Je laisse de côté, je vous montrerai parce que c'est assez rigolo. Et c'est des choses que vous pourrez même faire vous-même à la maison si vous voulez. Nous, on va passer à notre partie de TP, c'est-à-dire vraiment mesurer de manière la plus précise possible le pH de ces différentes solutions. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande de faire dans les documents que je vous ai donnés et qui sont donc à télécharger et à compléter pendant que je fais? Je ne vais pas forcément tout noter, d'accord? Là, j'attends de vous que vous soyez très attentifs. Éventuellement, n'hésitez pas régulièrement à faire pause sur la vidéo, hein, c'est l'avantage par rapport à quand on est en classe. On ne peut pas faire pause du prof, là, vous allez pouvoir le faire. On vous demande de rédiger un protocole expérimental précis et rigoureux pour décrire l'ensemble des manipulations à effectuer, justement, pour savoir quelle est la solution stockée dans le bidon ici qui est complètement à gauche. Donc on l'a dit, hein, on va donc mesurer le pH de chacune des solutions. Pour ça, protocole expérimental, je rappelle, hein, on va indiquer les différentes étapes en commençant toujours par un verbe d'action. Donc ici, hein, on explique juste déjà la manip pour une solution. On mesure le pH d'une solution. Pour ça, on va utiliser le papier pH. Donc comment on fait? Je vais le faire en même temps que vous, hein, directement, pendant que vous notez. Je vous le dis à l'oral et je vous montre la manip. On va utiliser en fait une coupelle. Alors, l'avantage ici, que moi j'ai pris une coupelle qui est transparente, vous voyez, hein, parce que je vais verser dedans. Je vais mettre mon morceau de papier pH. D'accord? Je peux le faire tout de suite, hein, main propre et bien sèche. D'accord? L'avantage, vous voyez, c'est que je vais pouvoir mettre mon cercle des couleurs en dessous pour ensuite comparer. Si c'est pas possible, on met à côté. Hein, si vous avez une coupelle qui est opaque, on met à côté. Là, je vais pouvoir mettre carrément au-dessus, ça va être plus pratique. L'idée, hein, c'est donc de verser une goutte de solution sur le papier pH. C'est surtout pas le papier pH qu'on trempe dans la solution. Ça, c'est important. Hein. Voilà, on voit des fois des élèves en TP qui prennent le papier pH et qui vont tremper dans la solution. Ça, il faut surtout pas faire. C'est vraiment la solution qui est versée par-dessus, puisque sinon, si vous mettez votre papier pH dans la solution, les produits qui sont sur le papier vont se répandre dans votre solution et votre solution, ensuite, elle est perdue, elle est détruite. Là, l'avantage, c'est qu'en versant une seule goutte de solution, ma solution qui est dans mon bécher ou dans un petit flacon, elle reste intacte et je peux l'utiliser ensuite pour faire d'autres manips sans aucun problème. Donc, le protocole expérimental. Première étape, déposer un morceau de papier pH au fond d'une coupelle. Deuxième étape, verser une goutte de solution sur le papier pH. Par exemple, ici, hein, on va tester. Alors, il y a les différentes solutions qui sont là. Je ne vais pas forcément les faire dans l'ordre. Je vais faire en fonction de ce que j'ai sous la main. Donc là, ici, hein, j'ai repris la solution aqueuse de soude que j'avais utilisée pour la manip sur les précipités. C'est la même. Hein, on retrouve le nom hydroxyde de sodium. L'avantage ici, c'est que c'est un flacon compte-gouttes. Donc j'ai juste à verser une goutte de solution. Voilà, et on remarque qu'on obtient donc une couleur qui est violet très très foncé. Quand on compare avec le cercle des couleurs qui est en dessous, on est vraiment sur quasiment un pH qui vaut presque 14. On ne peut pas être parfaitement égal à 14, ça c'est pas possible avec les solutions aqueuses, mais on s'en approche très fortement. Donc ici, dans mon protocole, hein, j'ai placé un morceau de papier pH dans la coupelle, je verse une goutte de solution aqueuse sur le papier pH, j'observe la nouvelle couleur du papier et je compare à la valeur du pH par rapport au cercle des couleurs. Ça, c'est ce qu'on appelle un cercle des couleurs. Ensuite, dans votre protocole, vous pouvez juste dire qu'on reproduit la même expérience pour chacune des solutions à tester. L'objectif ensuite, hein, on l'a dit, dernière étape, c'est de classer ces solutions par pH croissant pour retrouver celle qui a le pH le plus faible. Donc là, je vais pouvoir compléter mon tableau avec la soude. On est ici, hein, la couleur obtenue, c'est violet. La valeur du pH, on est donc à peu près égal à 14. Le domaine de pH, hein, on est sur une solution qui est basique. On pourrait même dire qu'elle est très basique. L'objectif maintenant, ça va être de refaire ça pour toutes les solutions que j'ai sous la main.
Donc, je vais pouvoir continuer en fait à remplir mon tableau en utilisant d'autres solutions, telles que celle que j'ai ici sous la main par exemple. Le chlorure de fer 3, hein, celle qu'on retrouvait donc dans le bâtiment, c'est comme ça qu'on a su qu'il fallait travailler dans ce bâtiment d'ailleurs. Hein. Cette solution était déposée sur le morceau de tissu qui était prélevé près de la victime. Je mets un petit morceau de papier pH dans la coupelle, je verse une petite goutte de solution de chlorure de fer 3. Et on obtient, hein, pour cette solution, on voit que le papier pH est devenu vert, et quand on compare, on est quasiment à pH égale 7. Donc on peut considérer que cette solution a un pH neutre. Donc on est, où est-ce qu'il est? Le chlorure de fer 3 il est là. Donc le papier il est vert, le pH c'est 7. On va toujours mettre à peu près égal parce que c'est pas forcément très précis. D'accord? Mais ça permet quand même de mesurer correctement les valeurs du pH et d'avoir une approximation des valeurs et surtout du domaine, savoir si c'est acide, neutre ou basique. On nettoie la coupelle, on se débarrasse du petit morceau de papier et on continue avec d'autres solutions. Alors je vais par exemple travailler avec de l'eau bicarbonatée. Qu'est-ce que c'est que de l'eau bicarbonatée? Eh bien en fait c'est tout simplement une eau dans laquelle j'ai placé du bicarbonate de sodium. Le bicarbonate, hein, on trouve ça en supermarché, je vous montre, hein, voilà, bicarbonate alimentaire. Ça sert à plein de domaines, notamment à nettoyer les fruits, les légumes qui peuvent être recouverts de certains pesticides par exemple. Hein. Ça remplace les levures également en pâtisserie, ça absorbe les mauvaises eaux. Enfin, voilà, ça sert à plein de choses dans les maisons, n'hésitez pas, hein, c'est toujours utile d'en avoir un petit peu à la maison. Alors comment je vais travailler? Là ici ça va être difficile de mettre la poudre, hein. Vous voyez que c'est une poudre, ça ressemble un petit peu à du sel, d'accord, mais c'est pas du tout du sel. C'est consommable, hein, on peut en consommer. Je vais mettre dans un tube à essai et je vais faire ce qu'on appelle une mesure à la touche. Alors je vous explique un petit peu en quoi ça consiste. On va prélever un petit peu de bicarbonate alimentaire que je vais mettre dans un petit tube à essai que j'ai ici. Voilà. Ça, je vais m'en débarrasser. Je vais placer dans mon tube à essai de l'eau, tout simplement. Hein. Un petit peu d'eau distillée pour dissoudre mon bicarbonate. On agite. Voilà, j'ai dissous une bonne partie de mon bicarbonate de sodium. Il y en a encore un petit peu dedans, mais c'est pas un souci, hein, sous forme solide, on voit au fond. Je vais le mettre dans mon support de tube, je le mets là. Hop, ça vous voyez qu'il reste de côté pour l'instant. Je mets un petit morceau de papier pH. Et donc, en fait, on va travailler avec ce qu'on appelle la méthode à la touche. Je ne peux pas verser mon tube à essai dessus. On va utiliser l'agitateur en verre. On va aller humidifier le bout de l'agitateur dans la solution et on va venir poser en fait ensuite l'agitateur sur le papier pH. Ça, c'est ce qu'on appelle faire une mesure à la touche. Donc, vous voyez, hein, l'agitateur dans mon tube à essai qui contient l'eau bicarbonatée. Je touche, hop, et vous voyez, forcément, il y a un petit peu de solution. Ici au bout, je vais en remettre un peu plus. Voilà. On remarque quand même que le papier pH a changé de couleur et il est devenu vert. Alors on est sur un vert un peu foncé quand même. On est même quasiment sur un bleu presque entre pH, voilà, on est entre 7 et... je dirais plutôt autour de 8-9 en fait. Entre 8 et 9. pH 8. C'est légèrement basique en fait. On est légèrement basique. pH 9 ce serait un petit peu trop par rapport à la quantité que j'ai mis. Ici on est vraiment sur une solution qui est très très légèrement basique. C'est pas neutre en tout cas, ça c'est sûr. Le bicarbonate, les ions bicarbonate qui sont dans cette solution, hein, et les ions bicarbonate on en a déjà parlé aussi dans une autre partie de cours. En fait, voilà, ça donne un caractère légèrement basique à la solution. Donc ici, on est sur un vert foncé. La valeur du pH, on va dire que c'est à peu près 8, et c'est légèrement basique. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? De l'eau de javel. Alors l'eau de javel, voilà, hein, tout simplement, hein, eau de javel, voilà. À la maison, tout le monde a de l'eau de javel à la maison, d'accord? Donc ici, celle-là elle est parfumée, mais c'est pas ça qui va influencer le résultat. Je vais verser un petit peu d'eau de javel
Dans un tube à essai, je vais faire pareil que tout à l'heure, on va travailler à la touche. Là ici je vais pouvoir verser délicatement, ça pose pas trop de soucis. Voilà, sans gaspiller. Un petit peu d'eau de javel dans mon tube à essai, je le mets là. Mon petit morceau de papier pH qui est ici, je vais m'en débarrasser. Hop, j'essuie ma coupelle de façon à ce qu'elle soit bien propre, bien sèche. Parce que si je mets un morceau de papier pH dans une coupelle qui est sale, forcément, il va tout de suite changer de couleur et c'est pas ce qui m'intéresse. Mon petit morceau de papier pH, mon cercle des couleurs juste en dessous. Et comme tout à l'heure, à la touche, hein, donc l'eau de javel qui est ici. Et là, on va avoir un souci, je pense, on verra ce que ça va donner. Hein. Mais la couleur, elle change très très vite. C'est la toute première couleur qui apparaît qui m'intéresse. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, on est sur un violet qui est très foncé, mais qui ensuite disparaît. Pourquoi ça disparaît? C'est parce que l'eau de javel, en fait, elle est très très volatile. Et donc, du coup, ça change complètement la couleur de mon papier pH. Mais la première couleur qui apparaît, je vais le refaire, hein, si vous regardez bien, c'est vraiment une couleur qui est bleue, voire violet, très foncée. Ici encore, une dernière tentative. La première fois, on l'a bien vu. Hein. Vous regarderez éventuellement la vidéo au ralenti. Parce que là, en plus, ça commence à sentir l'eau de javel, donc on va pas trop insister. Voilà. On a quand même une couleur qui est très foncée au départ, mais qui ensuite devient beaucoup plus claire, qui part même vers le rouge, donc on pourrait croire que c'est acide. Et là, vous voyez que au centre de mon papier pH, on est sur un quasiment vert, mais en réalité, ça, c'est les produits qui se sont évaporés avec l'eau de javel. Il y a eu une réaction chimique, en fait. La première couleur qui apparaît, on est vraiment sur un bleu, alors pas aussi prononcé que pour la soude, hein, c'est un peu en dessous, on est plutôt autour de 12, en réalité, pour le pH de l'eau de javel. Donc ici, ça, je le fais. On est sur du bleu. Le pH, c'est à peu près égal à 12, et donc on est sur une solution qui est très basique. Un peu moins quand même que la soude, mais qui est quand même très basique. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire comme solution? Je vais avoir du vinaigre. Alors, le vinaigre, à la maison, j'ai 2 vinaigres possibles, mais il y en a un qui ne va pas être utilisable, c'est le vinaigre balsamique, parce qu'il est très foncé, et donc, en fait, au niveau de sa couleur, bah, ça influencerait la vision des couleurs du papier pH. Donc, on va utiliser un vinaigre blanc. Le seul que j'ai, c'est un vinaigre blanc hein, en gros bidon, qu'on peut avoir à la maison, qu'on trouve aussi en supermarché et qui a beaucoup d'utilité aussi dans les maisons. Donc, hop, je vais en mettre un petit peu dans mon petit verre à pied qui est ici pour pouvoir verser. C'est toujours pareil, hein, l'idée c'est de verser ensuite dans un tube à essai pour travailler à la touche. Pas la peine d'en mettre plus. Je vais préparer tout de suite mon petit morceau de papier pH. Tac. Je mets mon vinaigre dans un tube à essai. Je pourrais même aller chercher directement en fait le vinaigre avec mon agitateur dans mon verre à pied. Mais bon, je suis passé dans le tube à essai pour que tout le monde comprenne bien, comme tout à l'heure. Hein. Et donc l'idée, je ne sais pas faire d'ombre pour qu'on voit bien. Toujours pareil, on vient toucher le papier pH, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça la méthode à la touche. Hop, avec une goutte de solution, et vous voyez, hein, là, il n'y a pas de difficulté à repérer la couleur. On est sur voilà, un pH qui est aux alentours de 2 pour le vinaigre, puisqu'on est sur un rouge, un orange très prononcé qui tire même vers le rouge. Donc du coup, je peux compléter mon document pour le vinaigre. On est sur du rouge, le pH est à peu près égal à 2, et donc on est sur une solution qui est très acide. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? L'eau distillée. Là, ça va être facile puisque j'ai ma piscette d'eau distillée qui est là. On va pouvoir nettoyer très rapidement la petite coupelle. Un morceau de papier pH. Le cercle des couleurs en dessous pour comparer. Une petite goutte d'eau distillée. Voilà. Et puis on remarque hein, qu'on est sur
une couleur qui est verte et qui colle avec le pH égale 7. Donc ici, le pH c'est 7, la solution est neutre. L'eau du robinet et l'eau distillée, ici c'est de l'eau distillée, hein, mais ça marcherait aussi avec de l'eau du robinet, ou de l'eau minérale en bouteille. Quand on mesure au papier pH, on va trouver un pH à peu près égal à 7. Après, il arrive que, notamment pour les eaux du robinet ou pour les eaux minérales en bouteille, on soit parfois sur des eaux légèrement acides. Mais on va être entre 6,5 et 7. Donc le papier pH, lui, on n'arrivera pas vraiment à s'en rendre compte. Pareil pour l'eau distillée, il arrive parfois qu'elle devienne légèrement acide. Ça, c'est dû à des choses pas forcément très complexes, mais je ne vais pas trop en parler ici, puisqu'en fait, ça fait partie d'un des exercices que je vais vous demander de faire en application de ce chapitre. Alors, il m'en reste une à faire, c'est l'acide chlorhydrique. Le problème, c'est que ici, au niveau de mon matériel, j'ai pas d'acide chlorhydrique sous la main. Il est resté au laboratoire. Donc, je vais vous demander tout simplement de me croire. En fait, quand on fait la manip avec de l'acide chlorhydrique, on obtient un rouge qui est très prononcé. Hein. C'est la solution la plus acide parmi celles que j'avais ici à tester. On est sur un pH qui est proche de 1, qui est même des fois inférieur à 1, entre 0 et 1. Donc ici, on est sur un rouge très marqué, beaucoup plus que celui-là. On est à peu près égal à 1, et c'est donc très acide. Voilà pour la mesure du pH de mes différentes solutions avec cette méthode qu'on appelle le papier pH. J'aurais pu utiliser le pH mètre électronique, j'aurais obtenu des valeurs beaucoup plus précises que celle-là, mais pour le classement, puisque c'est ce qui va m'intéresser ici, le résultat aurait été identique. Pour les indicateurs colorés, c'est un peu plus complexe. On verra tout à l'heure en fin de vidéo.